donc on va passer à mon exposé qui va être un petit peu différent, puisque je vais raconter des choses que je n'ai pas racontées, qui ne va pas être très très long. Et je pensais vous parler de pas mal de hip-hop, mais ce n'est pas tout à fait assez mûr, alors je vous en parlerai qu'un peu, parce que la thèse de Colin Vidal dessus et le système ne sont pas encore totalement finis, mais ça le sera bientôt. Donc hip-hop, c'est STRL en JavaScript, ou plutôt STRL en plus de JavaScript, au-dessus de JavaScript, pour faire de ce qu'on appelle l'orchestration web. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens maintenant et sur lequel il y a d'autres méthodes qui ont été employées. Et je vais vous parler de quelques petits trucs. Je vais commencer, ce n'est pas dans l'ordre qui est marqué sur mon transparent là, si jamais on arrive à le montrer. Oui, il faudrait peut-être que je branche le bidule, ce serait mieux. Alors, je vais faire ça à l'envers. Je vais vous parler de vérification, mais de programme, c'est-à-dire comment on fait de la vérification de programme STRL. C'était un des arguments principaux de l'utilisation du langage pour les utilisateurs, c'est que les programmes qu'on fait sont très compliqués et très peu intuitifs, c'est-à-dire les contrôleurs compliqués. C'est super facile de se tromper et c'est très dur à tester. Donc, dans ce cas-là, il faudrait que tu me passes le micro. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile de vérifier que de tester. J'en ai déjà donné un exemple. Le coupeur d'instructions en rondelles sur le Pentium n'est plus testé depuis longtemps parce que ce serait beaucoup trop dur, mais il est vérifié mathématiquement à chaque changement. Et il y a pas mal de systèmes comme ça dans le hardware. Alors, on va maintenant repasser au vrai transparent. On y est. Donc, je vais vous parler de vérification d'exec. Alors, exec, c'est... Allez, on va aller là. Voilà. Exec, c'est une instruction qui va nous permettre de relier, qui est une vieille instruction de STRL, dont je n'ai pas encore parlé, qui va nous permettre de relier les mondes synchrones et asynchrones. Alors, le monde asynchrone, c'est le reste du monde, donc c'est pas rien quand même. Et puis, je vais vous parler de vérification. Je vais commencer par ça, puis un petit peu de hip-hop. Alors, la vérification, c'est très important. Et comment est-ce qu'on fait la vérification formelle de programme? Il y a plusieurs méthodes. Et je vais commencer par la plus ancienne, qui date des années 1980 et qui a été utilisée assez longtemps, de façon assez intéressante, avec des limites quand même. L'idée, c'est de travailler sur les automates explicites. Pourquoi? STRL est né un peu avec la théorie des automates explicites. On travaillait, enfin, les méthodes de compilation. On travaillait avec Ravisetti en particulier, grand chercheur des Bell Labs et auteur d'un livre très très important sur la compilation. Le Aosetti, co-auteur avec le Aosetti-Ullmann, qui est toujours resté une des grandes références sur le domaine. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui. On avait beaucoup amélioré les algorithmes de traduction d'expressions rationnelles en automates qui sont quelque part utilisés dans STRL. Et et puis ça nous a donné, comme sur les automates, il y avait beaucoup de théories, et pas mal d'outils, on pouvait faire des choses. Et alors là, j'ai oublié de marquer la date du cours, ce sera dans les transparents. Ceux-là, je les ai épuisés, donc je les ai fait un peu vite. Ce sera fait dans les corrections. Donc, c'est la notion de réduction par bissimulation observationnelle. Alors, je vous ai laissé un grand nom pour dire quelque chose qui n'est pas très compliqué quand même. Et donc, ça a été fait avec des systèmes qui s'appellent Auto, donc développés dans les années 80 par Robert de Simone et Didier Vergamini, qui étaient à l'INRIA, mais nous avions un projet commun mini-INRIA. Autographe, qui a été fait à l'école des mines par Valérie Roy, qui est un système qui est toujours en fonction, qui permet de dessiner interactivement des automates et des réseaux d'automates. Et Auto et Autographe ont eu beaucoup d'autres applications dans des domaines asynchrones, etc. Et Autographe sert toujours. Merci à tous, hein, c'était des gens de l'équipe, Mixed INRIA. Voilà. Et alors, toutes ces choses dont je vais vous montrer un bout, c'était très simple, très, très utile, mais c'était pas mal limité par la taille des problèmes qu'on voulait traiter. Donc, quand c'était trop gros, les automates, on a terminé avec des automates avec éventuellement des milliards d'états, mais on ne les construisait pas, donc ce n'est pas un problème. Hein. Log d'un milliard, ce n'est pas beaucoup, hein, donc ce n'est pas un problème. Si on a des automates, parce que les automates, si on les explicite, c'est très gros, mais si on ne les explicite pas, et j'ai déjà montré dans un autre cours que les automates non déterministes sont les seuls objets intéressants, parce qu'ils sont déjà déterministes. C'est un cours que j'ai fait en 2009, où quand on met de l'électricité dans un automate non déterministe, ça le déterminise.
et j'avais dit qu'il ne fallait jamais déterminiser les automates. Et que donc le premier cours qu'on donne en théorie des automates, qui est de la déterminisation des automates, il faudrait le réviser parce que c'est vraiment le moyen de plus arriver à travailler avec. Bon. Alors, j'ai aussi montré il y a 2 ans les systèmes OUPA, les CADP, qui savent faire des choses bien supérieures à ce qu'on faisait avec Otto, chez Otto-Joda, parce qu'ils arrivent à travailler sur les automates explicites, mais sans les construire, en les construisant à la demande, etc. Mais je vais juste rappeler ça, parce qu'on ne s'en sert plus beaucoup maintenant, mais c'était assez intéressant. Donc l'idée de la... Donc vous voyez, les papiers à l'époque, ils étaient comme ça, hein, c'était... là, c'est des scans, hein, c'est des anciens papiers. La référence est dans la slide d'après. Vous voyez, ça, c'est un dessin d'orthographe. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un système avec beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, et on va dire que je m'intéresse à certaines propriétés. Par exemple, je voudrais vérifier que ces 2 lampes-là ne peuvent pas être allumées en même temps. Et bien, ce qu'on va dire, si on va cacher le reste, je vais m'intéresser à ces 2 lampes et aux entrées qui m'intéressent, et je vais demander au système d'enlever tous les autres signaux de l'automate. Et alors que de temps en temps, on aura des transitions de l'automate qui ne seront plus étiquetées du tout. Et bon, on va les étiqueter par taux, c'est comme ça que ça s'appelle dans le domaine. Et puis quand on a taux, on dit que c'est la même chose de taux. Et donc la réduction, c'est ça. La réduction, c'est on va fabriquer une espèce d'automate minimal dans lequel on enlève toutes les transitions qui sont devenues invisibles de l'extérieur. Et donc ça va nous donner des flots de contrôle. On ne va rien perdre au niveau des flots de contrôle, mais ça va travailler juste sur les objets qu'on veut voir. Et donc, c'est des jumelles sélectives. Et donc, par exemple, ici, c'était dans des gros systèmes de contrôle de robots, alors qui utilisaient beaucoup exec, dont je vais vous parler juste après. Et ces systèmes de contrôle de robots, ils sont compliqués parce que, évidemment, eux, ils contrôlent un monde asynchrone. Vous avez un bras de robot qui est là, un autre bras de robot qui est là, et on veut vérifier des tas de choses sur la cohérence entre ces bras de robot, etc. Donc, le système peut être beaucoup plus gros que ça, et on va dire, tu enlèves tout ce qui m'intéresse, pas. Donc, les 2 robots, tu les gardes, tout le reste t'enlèves, et tu me réduis le système. Hein. C'est comme en cuisine, on fait réduire une sauce, hein, à la fin, il ne reste plus que l'essence de la sauce. Tu nous réduis le système jusqu'à ce qu'on ne voit plus que ces objets-là. Donc ça a été beaucoup utilisé, par exemple, chez Dassault, et dans bien d'autres endroits, et chez Intel, on a beaucoup travaillé avec ça à un moment, et c'est très bien, mais ça a cette limitation des grands arbres. Voici par exemple un système extrait. Alors l'idée de la vérification, elle est d'extraire les automates, de les faire extraire par le système, de les dessiner. Maintenant, on sait le faire bien avec des placeurs automatiques. À l'époque, on ne savait pas, donc on fait ça à la main. Et donc Autographe servait à faire ce genre de dessin. Et ensuite, on va regarder ce dessin et on va regarder s'il est bien. Il est suffisamment petit pour qu'on puisse se convaincre en discutant que ce dessin est bon et qu'il n'y a pas de mauvaise trajectoire. Je vais montrer tout à l'heure la propriété standard que je voulais montrer, qui est l'ascenseur voyage jamais la porte ouverte, mais vous avez un automate à 4 états, hein. Il tourne pas, la porte est ouverte, la porte est fermée. Vous regardez les transitions entre ces 4 états. Puis si vous voyez une transition qui part d'un endroit où la porte est ouverte pour aller à un endroit où il a démarré, c'est pas bon. S'il n'y en a pas, c'est bon. Et ça se voit à l'œil nu quand c'est petit. Et de toute façon, on finit toujours à l'œil nu, parce que quand vous pouvez un théorème même en coq, vous êtes bien obligé de lire l'énoncé pour savoir si ça avait un rapport quelconque avec ce que vous vouliez dire. Parce qu'il est très facile d'écrire dans n'importe quel prouveur un théorème qui ne veut absolument pas dire ce qu'on pensait. Hein, et c'est le danger du domaine. On peut très bien faire des preuves parfaites de ce qu'il ne faut pas. Voilà. Alors, la spécification des choses à prouver est une des difficultés du métier, il ne faut pas se la cacher. Et donc, voilà, c'était un travail fait en particulier par F. Cosmanière, qui travaillait en mixte dans mon labo et dans celui des roboticiens. Et donc, on essayait, bon, là, ça ne dit rien, hein, mais eux, ça leur disait, on essayait, vous voyez, alors que les automates étaient très grands, les automates de l'ensemble de la contrôle robot étaient très grands, on extrayait automatiquement des petits automates, et c'est toujours une technique très intéressante. Alors, quand les BDD sont arrivés, donc le calcul booléen rapide, on a dit, on va pouvoir faire autrement, puisqu'on sait maintenant s'affranchir des explosions, puisqu'on représente les choses par des formules au lieu de les expliciter. Donc on n'a plus les explosions, ou du moins on ne les a plus pareilles. Ce n'est pas forcément la taille qui fait exploser, ça peut être d'autres choses. Voilà. Donc les BDD, j'en ai parlé pour l'optimisation la fois dernière, ça nous a permis
de faire des choses en vérification tout à fait utiles, même si on ne traite pas les données. J'ai dit la dernière fois, les données vont être codées dans le circuit par des fils additionnels, puis les optimisations, ce n'est pas facile avec, mais ça, ce n'est pas grave. Donc, on ne traite pas les données, mais il y a beaucoup d'applications où les données ne sont pas très importantes en contrôle. Vous allez voir que pour un ascenseur, on peut tout faire sans aucune donnée, et c'est tout à fait bien. Ça vous donne un fil qui va... je peux vous contrôler un ascenseur à la nanoseconde, ce qui n'est pas forcément très utile, mais tout à fait facile pour nous. Je vous donnerai le programme tout à l'heure. Et donc ça, l'idée de cette vérification, je vais vous expliquer comment elle marche. Donc, c'est que là, on traite des programmes sans limitation de taille. Enfin, en pratique, toujours un peu, mais... Alors, un des très intéressants qui a été fait par Dassault, c'était le BTM. Ça, c'est détaillé dans un article. C'était le BTM, le boîtier de test et de maintenance du Rafale. Et alors, l'idée de cet objet, c'est que vous avez des tests dans un avion, vous avez des tests qui sont faits au sol ou en vol. Et au sol, par exemple, vous allez faire flap-flap avec les ailerons jusqu'à l'excursion maximale, etc. Et puis ça, c'était géré par... Donc il y avait 20 tâches de test qui faisaient chacune pas mal de choses. Et ça, c'était géré par un operating system classique, donc un operating system qui allait agencer ses tâches à sa façon à lui. Et il voulait absolument prouver, c'était l'époque où il n'avait qu'un avion, donc il ne fallait pas qu'il tombe, et il voulait prouver qu'on ne pouvait pas faire les tests du sol en vol. Par exemple, faire flap-flap avec les ailerons en vol, ce n'est pas une très bonne idée. C'est très efficace pour casser l'avion. Mais avec un operating system, ils ne pouvaient pas le faire. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enlevé l'operating system totalement et ils ont écrit l'ensemble du contrôle du déclenchement et de l'action de ces tâches par un grand programme parallèle STRL. On a le parallélisme et l'operating system là aussi. Et ensuite, on a pu... Alors ça, c'était dans les années 92. Donc, rappelez-vous, les machines, à l'époque, on mettait 30 secondes pour calculer Fibonacci de 20. Maintenant, on met, je ne sais pas, ça ne se voit même plus. Donc, ça allait très lentement. Mais on a pu faire des preuves sur ces très gros programmes avec les BDD. Je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. Alors, c'était fondé en particulier sur... les BDD étaient tout neufs. Ils n'étaient pas tout neufs. On avait déjà trouvé ces structures de données, mais le premier, c'était Rick Ruddle qui avait montré qu'il y avait du calculatoire qui marchait bien avec. Et donc, le package de BD Tiger, qui avait été fait vraiment pour ces applis-là, par Couder, Madre et Touati, développé à Digital Equipment à l'époque, et puis qui était le numéro 2 mondial d'informatique avant d'être le numéro 0 car disparition, et ensuite développé dans l'autre labo par Amar Boili à l'INRIA. Et ce package avait justement introduit toutes les nouveautés qui permettaient de calculer très rapidement et très efficacement les images directes et images inverses de fonctions, qui sont des choses explosives si on les laisse faire toutes seules. Et l'autre chose, c'était de calculer des contre-exemples. Alors ça, c'est fondamental. Dans un système de preuves comme ça, il ne s'agit pas seulement de montrer que ça marche, parce que ce n'est pas vrai que ça marche. Ça met longtemps à marcher un programme compliqué. Et tant que ça ne marche pas, eh bien, il faut générer le contre-exemple. On dit l'ascenseur ne voyage jamais la porte ouverte. Et le système répond non, il n'y a qu'à faire ça, et tu verras qu'il voyage la porte ouverte. Donc c'est exactement ce qu'on ne trouve pas avec les tests, parce qu'en général, les contre-exemples sont tordus. Et les systèmes de preuves nous les trouvent. Alors ça, c'était vraiment bien. Alors on va regarder un peu comment on fait. Alors, l'autre chose très intéressante dans ces systèmes de preuves, qui est maintenant très utilisée, pas que pour STRL, bien sûr, tout ça, c'est pas que pour STRL, il y a beaucoup d'autres gens qui faisaient ça en même temps, c'est de la génération de tests. Alors, supposez par exemple que vous vouliez faire un test pour votre ascenseur qui dise j'aimerais bien qu'il visite tous les étages dans n'importe quel ordre et qu'il ouvre et qu'il ferme sa porte à tous les étages pour voir si ça ne fait pas des ennuis. Faire ça à la main, c'est éminemment casse-pied. Il est beaucoup plus simple d'écrire une propriété qui est négative, c'est vous demandez au prouveur, je voudrais montrer qu'il est impossible de visiter tous les étages et d'y ouvrir la porte. Le prouveur répond, comment ça, t'as qu'à faire comme ça. Et ben voilà, ok. Donc avec des propriétés qui sont évidemment fausses, on arrive à faire des jeux de tests très très bien qu'on va faire passer sur le vrai équipement. Et donc ça, c'est extrêmement utilisé, ça a été utilisé en télécom dans tous les sens, c'est une technique ancienne, qu'on a beaucoup utilisée, qu'on n'a pas inventée, qu'on a importée, et qui est extrêmement précieuse. C'est très fatigant de faire les tests à la main, puis c'est tellement fatigant et ennuyeux qu'on est sûr que les tests ne sont pas forcément très bons.
Alors, la clé de tout ça, c'est ce que j'ai montré la dernière fois pour l'optimisation. Vous avez un circuit, alors on finit par des circuits, hein, il n'est pas loin, Lionel, des circuits, là, vraiment pas. On finit par des, mais il a trouvé juste le bon intermédiaire. On finit par des circuits où on a des entrées, des sorties, des mémoires, ici le banc de registre, la fonction de sortie, voilà. Et on étudie quels sont les registres accessibles, quels sont les états accessibles, et ça, on va le faire par des formules au lieu de le faire par de l'explicitation. Donc, on écrit la fonction caractéristique de C, des prochains états de registre, c'est une fonction booléenne, et on va prendre l'ensemble des états accessibles, et je vous rappelle, on part avec tous les registres à zéro, on calcule qu'est-ce qui peut se passer au bout d'un coup, mais avec des formules, qu'est-ce qui peut se passer au bout de deux coups, qu'est-ce qui se peut, etc., et on prend l'union de tout ça, et ça nous donne l'ensemble de tous les états accessibles. C'est ce qu'on faisait pour l'optimisation. Mais ici, on n'est pas forcé de faire ça parce que, par exemple, si on veut vérifier une propriété qui ne concerne pas tous les états, pas toutes les entrées, eh ben, on va se débrouiller pour ne s'intéresser qu'au registre, automatiquement bien sûr, ne s'intéresser qu'aux registres pertinents, aux entrées pertinentes, et réduire tout le temps la taille des calculs en ne travaillant que sur les choses importantes. Ça, c'est un art. C'est un sport et un art. Hein. Donc ça, c'est vraiment difficile. Si on ne le fait pas, ça ne marche pas. Si on le fait bien, ça marche. Et c'est subtil tout le temps, tout le temps. Parce qu'évidemment, il faut que ce soit rigoureux, parce que si on enlève un truc qui est vraiment important, ben on risque d'avoir des faux positifs, des faux négatifs et tout ça. Alors, maintenant, il y a le problème de la génération des contre-exemples. Quand on optimise, ben, on a les mêmes fonctions qu'on cherche à faire autrement. Tandis que là, bon, par exemple, on va calculer. Alors, vous voyez ici, on met ce qu'on appelle un observateur. On verra ça tout là, une propriété, une assertion qui dit je veux jamais que. On va dire, par exemple, on va mettre un fil, je vais vous montrer tout à l'heure précisément, qui va dire oh, je viens de voir, programmé en STRL, je viens de voir que l'ascenseur voyage à la porte ouverte. Et là, on va demander de vérifier que ce fil ne peut jamais passer à 1. C'est ça la preuve. Donc, on ne va pas utiliser de logique temporelle, c'est beaucoup trop compliqué pour les hommes, la logique temporelle. On va utiliser le langage lui-même pour définir les propriétés. Voilà. Alors, on va calculer tout ça, et puis maintenant, une fois qu'on sait quels sont les états accessibles, on pose la question qui est combinatoire pour le coup. Existe-t-il une entrée valide et un état accessible qui rend le bug à 1 Sinon, c'est bon. Si oui, il faut refaire le contre-exemple. Et pour ça, on va regarder le premier étage où la propriété est fausse, puisqu'elle est faute à un moment pour les états des registres. On va regarder la première fois que c'est vrai, il existe forcément, la première fois que c'est vrai, et on va calculer l'image inverse. Donc on connaît les entrées et les registres, et on va remonter la chaîne à l'envers, c'est-à-dire qu'on va calculer des images inverses d'ensemble, ce qui est un autre sport, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. L'image directe, ça va, l'image inverse, c'est beaucoup plus dur. Et on va remonter comme ça, et à chaque fois, on va trouver une transition, et on va finir en explicitant une chaîne de transition, et c'est comme ça qu'on génère des contre-exemples et qu'on génère des tests. Donc c'est du calcul lourd qu'il faut bien faire avec des systèmes qui n'ont pas de bugs, mais qui est extraordinairement précieux. Quand on a un contre-exemple, on peut vérifier en simulation après que ce contre-exemple est bien. Donc ça c'est cool, donc on a fait beaucoup. Mais les BDD ne sont pas tout puissants. Et en particulier, ils calculent beaucoup trop de choses. J'ai dit la dernière fois, par exemple, quand on cherche à prouver si une propriété est vraie, les BDD répondent elle est vraie dans tous les cas, je caractérise exactement les cas des entrées qui vont rendre la propriété vraie. Ça, c'est beaucoup trop. On aurait envie d'avoir juste, soit elle est vraie tout le temps, soit il y a un cas où elle n'est pas vraie. Mais tous, ça veut dire qu'on calcule trop. Si on calcule trop, c'est que le calcul est cher. Donc, on va essayer de calculer moins. Et ça, c'est exactement ce que font SAT et SMT, qu'on a longuement étudié ici en 2016. SAT, la satisfaction booléenne d'une formule. Les BDD donnent toutes les valeurs de vérité d'une formule. SAT en donne une s'il y en a au moins une et pas s'il n'y en a pas. Ou SMT qui est le booléen plus des théories. Alors je vais montrer les théories des tableaux, les théories des entiers finis avec l'addition, les théories, tout un tas de théories qu'on sait relier, qui sont très exactement les théories qu'on utilise quand on programme en STRL. Donc on peut appeler des systèmes SMT. SMT, c'est beaucoup plus cher, mais ça fait des progrès constants. Et par exemple, on utilisait, nous, un système dont je parlerai tout à l'heure. Donc, mais là, on ne peut plus calculer l'ensemble, exactement l'ensemble des états accessibles. Pourquoi ? Parce que pour calculer l'ensemble des états accessibles, il faut savoir comparer deux ensembles d'états.
et savoir quand on s'arrête. Et ça, on ne peut pas faire ça facilement avec SAT ou pas du tout, éventuellement. Il y a des méthodes modernes qui permettent de trouver des moyens, pas généraux, mais utiles, mais on ne les avait pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle du bounded model checking, de la vérification bornée. C'est-à-dire, on va dire qu'est-ce qu'on peut faire en un coup, qu'est-ce qu'on peut faire en deux coups, qu'est-ce qu'on peut faire en trois coups, etc. S'il y a une erreur, on finira par la trouver. Mais comme on n'a plus de test d'arrêt, le test d'arrêt qu'on a avec la VLD, c'est qu'on ne trouve plus rien de nouveau, ça on ne sait pas le faire, pas facilement, et bien on va comme ça déplier les transitions jusqu'à ce qu'on trouve une erreur, ou bien jusqu'à ce qu'on se dise, bon, on n'en a pas trouvé jusqu'à maintenant, on est assez content. Mais pour faire des contre-exemples, quand on donne une propriété fausse, on sait qu'on finira par trouver l'erreur. Donc pour générer des tests, ça marche très bien. Et puis on a une idée du diamètre, c'est-à-dire en fait, c'est des systèmes finis, mais quand on ne connaît pas leur profondeur, qui peut être exponentielle, ben, on ne sait pas quand s'arrêter. Voilà. Donc on va calculer ce qu'on peut faire en une, en deux, en trois transitions, etc. Alors l'inconvénient, c'est que la formule qui fait une transition, elle est petite, la formule qui fait deux transitions, elle est deux fois plus grosse, trois fois plus grosse, etc. Donc au fur et à mesure qu'on avance, les formules deviennent de plus en plus grosses. SAT est très content avec des grosses formules, mais SMT beaucoup moins. Et donc, c'est sportif quand même, mais on a fait des très grosses preuves. Par exemple, sur le système de gestion de l'énergie dans les téléphones de Nokia, qui est un truc abominablement compliqué. On faisait des preuves qui duraient une semaine de temps de calcul pour trouver des bugs. Très généralement pour trouver des bugs. Hein. Ces systèmes sont infernaux. Le chargeur de batterie et la distribution électrique dans les circuits de téléphone, c'est un des problèmes les plus durs que je connaisse. C'est des automates colossaux. Très, très compliqué. Je pourrais vous expliquer pourquoi si vous voulez. Donc ça permet de détecter toutes les erreurs, mais on ne sait pas quand. On sait à chaque fois qu'on avance quand même que ce n'est pas jusque-là. C'est très pratique. Et puis maintenant, il y a des méthodes modernes qui essayent de calculer des invariants inductifs au vol et après de pouvoir faire des inductions. C'est jamais garanti, mais quand on le trouve, c'est garanti. Et ça, c'est très sportif et très joli. Et c'est des choses que les gens aimeraient bien aussi avoir dans les vérifieurs interactifs pour que le système se débrouille tout seul pour trouver les arguments de récurrence, ce qui est évidemment pas facile. Donc pour SRLV7, on faisait ça avec un des tout premiers solveurs SMT, et SAT de Gunnar, c'est pas I ici, c'est Gunnar Stålmark, de Prover Technology en Suède, qui lui pensait avoir trouvé une nouvelle méthode pour calculer SAT. C'était un des premiers SAT solvers vraiment efficaces, mais maintenant on sait faire mieux que ce qu'il faisait, mais c'était un bon système. Maintenant, il y a nettement mieux maintenant, je pense. Mais on était tout ça c'était avant 2009, donc on était il y a 10 ans, et 10 ans c'est beaucoup dans ce domaine-là. Alors j'ai retrouvé, alors là c'est un coup de bol, avant-hier, en fouillant mon ordinateur, j'ai retrouvé un article que j'avais écrit, et alors ça c'était la période SRL Technology, vous savez, SRL Technology est mort avec la chute de Lehman Brothers, comme toutes les autres, pas la partie circuit de SRL Technology, la partie avionique et tout ça va très bien. L'autre partie est morte parce que en gros, tous nos clients sont morts. J'ai dit, Texas Instruments a disparu, Nokia a disparu quasiment, Philips a presque disparu. Enfin bon, les clients sont morts. Ou alors, il y a eu deux cas, les clients sont morts ou ils ont fusionné. C'est équivalent. Hein. Quand ils meurent, ben, il n'y a plus de clients. Quand ils fusionnent, il n'y en a qu'un au lieu d'avoir deux. Donc on a la moitié des sous. Donc c'est pas terrible. Et j'ai retrouvé un exemple que je vais mettre sur le web, qui est un exemple de traitement complet d'un vrai ascenseur, complet, avec les preuves et tout. Et donc, j'en profite pour vous remontrer un peu le SRLV7 pour la dernière fois. Donc, SRLV7, c'est comme SRLV5, mais ça a été beaucoup enrichi. D'abord parce qu'on a des interfaces très très grandes dans les circuits. On peut avoir 1000 fils dans un circuit, hein, c'est assez courant. Donc, il y a des structurations d'interface. Vous voyez, n'importe qui fait des modules ou des objets connaît ça. Donc, ici, j'ai la taille. Alors, ça, c'est le nombre d'étages de l'ascenseur. C'est la seule constante du système. J'en ai mis 4 là. Une interface pour un timer, parce qu'il y a des timers dans tous les sens dans les ascenseurs. Une interface pour commander le moteur. OK, start, stop, des directions, down et up. Et puis, un truc qui dit que la cabine est stabilisée à l'arrêt, hein, ce qu'on sait sur le moteur. Et puis, une interface qui dit comment on arrive à un étage. Donc, il y a un capteur aux étages. J'ai simplifié, il n'y a qu'un capteur aux étages. En fait, c'est un peu plus subtil, mais ça ne change pas grand-chose.
Oui, c'est assez gros les interfaces, même pour un petit truc comme ça. Ça, c'est les portes de la cabine. Vous avez des boutons open et close là, à l'intérieur de la cabine. Ensuite, vous avez le capteur qui signale que vous avez tapé dans la porte ou que vous êtes le machin qui empêche la porte de se fermer, là, la cellule ou quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez des relations qui sont importantes. Par exemple, ah oui, ça c'est important de dire ça, c'est que par exemple le capteur il y a quelqu'un qui traverse la porte ne doit jamais envoyer de signal quand la porte est fermée. Sinon, ça risque de faire des parasites dans le système et tout, etc. C'est la propriété d'Alfred de Musset, donc une porte doit être ouverte ou fermée. Hein, c'est une propriété tout à fait importante. Et puis, il y a les commandes on-et-off qui servent des moteurs qui servent à ouvrir la porte et des moteurs qui servent à fermer la porte. Ce n'est pas forcément les mêmes. Des fois, c'est le même, mais avec un inverseur. Mais bon, on ne va pas dépendre de ça ici. Donc, vous voyez, des interfaces assez grandes. Et puis, il y en a encore plein, là. Hein. Il y a encore plein des interfaces. Par exemple, qui appelle à l'intérieur de la cabine? Quels sont les boutons allumés à l'intérieur de la cabine? Qui appelle dans les étages vers le haut? Qui appelle dans les étages vers le bas? Il y a des états de sortie qui sont les flèches de direction qui montrent dans quel sens va l'ascenseur, etc. Et puis à l'intérieur de la cabine, il faut dire quels boutons ont été demandés. Donc il y a tout un tas de petits signaux, qui sont pas compliqués, mais quand on les met bout à bout, ça en fait pas mal. Donc tout ça a été totalement testé et le code généré. Hein. Voilà. Et là, vous apercevez que le code, c'est pas rien. Je ne vais pas vous le détailler, il est dans les transparents. Et il y a plein de composants dans le code. Alors ça, c'est la commande de la cabine. On ouvre les portes, on attend qu'elles soient ouvertes. Ensuite, on éteint le moteur d'ouverture. Ensuite, on déclenche un timer. Et puis, soit quand le timer est expiré, soit quand les personnes appuient sur fermer la porte, on allume le moteur de la porte, on attend que la porte soit fermée et on sort de toute cette trappe, etc. Bon, ça se lit quand même très facilement. Hein. Si vous faites ça en C, vous n'y arriverez jamais, mais en V7, ça marche très bien. Et puis voilà, il faut gérer les appels. Ça, gérer les appels, dans un ascenseur, ça va. Dans 2 ascenseurs, on ne connaît pas les algorithmes pour faire ça. Très bon. 3 ascenseurs, c'est galère. Et en général, dans les hôtels, vous apercevez que l'algorithme est débile. C'est très, très courant d'attendre des plombes à l'ascenseur et vous les voyez passer dans n'importe quel sens et pas devant vous. Et donc, il y a beaucoup de composants dans cet ascenseur. Vous voyez, et ça, c'est calculer à quel étage on est. Ah ouais, c'est pas complètement trivial. Hein. Calculer à quel étage il est arrêté. Calculer quelles sont les demandes en attente. Faut calculer celles qui demandent d'aller vers le haut ou celles qui demandent d'aller vers le bas. Ça, c'est très important dans l'ascenseur, c'est de décider quand on monte ou qu'on descend, et il n'y a pas deux pareils. Hein. De calculer les directions, de démarrer le moteur dans la bonne direction, et puis tout un tas d'insertions internes. C'est ça qui va nous intéresser. Alors, je ne vous montre pas les calculs, c'est très commenté, je commente toujours beaucoup. Alors voilà, ça décide, ça calcule. Donc en fait, ce programme-là va être reproduit. Là, il y a un for. Alors ça, c'est CLV7. Là, j'ai un tableau de processus. Je vais forquer à chaque étage un truc qui va gérer cet étage. Ils sont tous identiques, mais chacun va gérer son étage. Donc ce i et ce n sont des variables statiques, compile time. Je vais les changer de couleur dans les slides quand je les imprimerai. Je les mettrai en rouge pour bien distinguer. Ça, c'est des valeurs qui ne vont pas être à l'exécution, mais à la compilation. Donc, on va impliquer cet objet-là avec des tableaux de signaux, etc. OK, donc chacun s'occupe de son étage. Là, on va calculer si jamais, est-ce que l'ascenseur est arrêté à mon étage. Là, on va calculer la liste des appels en instance. Là, on va calculer lesquels demandent d'aller en haut, lesquels demandent d'aller en bas, en fonction de l'état courant. Là, on va calculer qu'est-ce qu'on fait quand on part vers le haut ou quand on part vers le bas. Dès qu'on bouge, on dit dans quel sens tout le temps. On maintient l'information, je suis en train d'aller vers le haut. Ça, c'est vraiment important, en particulier pour la vérification, où je suis en train d'aller vers le bas. Et puis là, il faut qu'on fasse partir le moteur dans la bonne direction. Et quand est-ce qu'il faut faire partir le moteur dans la bonne direction? Et puis voilà. Donc, ce n'est pas très gros.
mais c'est très facile à modifier. Quand vous changez quelque chose, c'est super facile. Mais si vous essayez, il y a beaucoup de parallélisme là-dedans, énormément de parallélisme. Donc si vous essayez de faire ça à la pogne, vous allez voir le mal de tête et surtout les bugs. Et donc, au lieu de tester le programme, on commence par le truffer d'assertions. Ça, c'est absolument essentiel. Donc les assertions peuvent être très simples. En voilà quelques-unes ici. Quand je démarre, j'ai donné une direction. J'ai donné up ou down. OK ? C'est vraiment important, ça. Ça, c'est je ne peux pas me cracher en dessous de l'étage 0. C'est-à-dire que si je suis arrêté à l'étage 0 et qu'on me dit de démarrer, je vais vers le haut. Alors ça, pourquoi j'ai mis ça? Parce que j'avais fait une démo à un fabricant de matériel de ce type qui m'avait dit « mais vous êtes toujours en train de montrer que la porte n'est pas ouverte et montrez-moi un autre truc, par exemple, que l'ascenseur ne peut pas partir vers le haut quand il est au dernier étage. » Il y en a qu'on n'a jamais revu, des ascenseurs comme ça. Et bon, ben, moi je tape la propriété, je recompile, et là, le prouveur me sort un superbe contre-exemple. Ah! Alors ça, c'était intéressant. Je regarde le contre-exemple, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que le passager sur le palier a appelé l'ascenseur avec la flèche pour monter. Donc, d'après mon programme, il monte dans l'ascenseur et l'ascenseur part vers le haut. J'avais juste oublié un truc, c'est de dire qu'il n'y a pas de flèche pour monter au dernier étage. Et ça, on va en reparler tout de suite, parce que ça, c'est essentiel. Donc voilà, no top crash, c'est le dual, et stop OK, c'est quand je m'arrête, je ne peux pas m'arrêter à 2 étages en même temps dans le programme. Le programme ne peut pas à un moment dire l'ascenseur est arrêté à 2 étages en même temps. Donc si ça, ce n'est pas vrai, ce n'est pas les tests qui vont le montrer. OK ? C'est le bug, il y a un bug sournois dans le programme, et ce n'est pas les tests qui vont le montrer. Donc là, on fait retour chariot, les BDD, là c'est, je ne sais pas, 1/10 de seconde pour montrer tout ça. Alors c'est très bien, donc on farcit un programme toujours, on farcit un programme d'assertion, qui sont montrés automatiquement. Il y a d'autres langages qui font ça, par exemple F-star fait ça, avec Z3 derrière. C'est pas facile de farcir un programme d'assertion, c'est souvent au moins aussi dur que de programmer. Mais il y a un autre problème. Il y a un autre problème, c'est que ces propriétés peuvent très bien ne pas être vraies. Pourquoi? Parce qu'un ascenseur, ça évolue dans un monde physique. Et que ce monde physique n'est pas simple. Et que donc, il faut décrire une partie de ce monde physique pour pouvoir prouver l'ascenseur ou pouvoir comprendre que son nombre d'états potentiels est beaucoup moins grand que ce qu'on peut supposer. J'en donne un exemple, propriété qu'on va voir tout de suite. Il y a le théorème des accroissements finis en maths, qui est un des premiers qu'on apprend quand on est petit, qui dit qu'on ne peut pas aller du 2e au 4e étage sans passer par le 3e. Si vous ne mettez pas ça, vous avez des trajectoires folles pour l'ascenseur. Il peut sauter du 0 au 5, revenir au 2, etc. Donc son espace d'état devient exponentiel. Alors que l'espace d'état en termes de nombre d'étages d'un ascenseur, il est quand même assez simple. Eh bien, il devient de transition d'état. Les transitions d'état, eh ben, il y en a n-1 en montant et n-1 en descendant. Ce n'est pas très compliqué. Autrement, si vous ne dites pas ça, ça fait 2 bus en scène. Donc, j'ai rajouté, c'est comme le bouton du haut, là j'ai rajouté, il n'y a pas de bouton du haut au dernier étage, il n'y a pas de bouton du bas en bas. Et on s'aperçoit quand on fait des vrais programmes que décrire l'environnement, c'est à peu près aussi compliqué qu'écrire le programme et quelquefois davantage. Et ça, c'est la contrainte pour l'épreuve. Ça veut dire que dans beaucoup de programmes, les gens supposent des choses sur l'environnement qu'ils ne disent pas et qui sont peut-être fausses ou peut-être vraies. Et de toute façon, c'est un gros problème. Jean-Raymond Abrial avait parlé de la conduite automatique du métro. Eh bien, c'est essentiel. Il y a beaucoup de propriétés qui ne sont juste pas vraies si l'environnement n'est pas le bon. Et donc, souvent, c'est de la connaissance implicite, mais si on ne l'explicite pas, on ne sait pas dire si le programme marche ou pas. Alors, j'ai retrouvé dans mon papier ce qu'on avait écrit pour l'ascenseur. C'est assez rigolo. Alors, intéressons-nous à l'ascenseur ne voyage pas à la porte ouverte. Donc là, la technique de vérification, c'est typiquement là qu'on va avoir besoin de l'environnement. La technique de vérification, c'est de prendre le programme, de rajouter un observateur, de décrire l'environnement, et il y a une sortie bug. Je suppose qu'on s'intéresse à un seul bug. Une sortie bug. Par exemple, l'ascenseur voyage à porte ouverte. Alors, la description de l'environnement, c'est un programme
Alors, soit en logique temporelle, mais ça on n'y arrive jamais, soit en STRL, on y arrive pas mal, ou en lustre. Lustre, c'est pas mal aussi pour ça, mais c'est compatible, puisqu'ici, c'est les deux. Hein. Et là, vous dites simplement, il y a une sortie OK. Ça veut dire que quand vous donnez des entrées, l'environnement, c'est quelles entrées sont autorisées. Quand vous donnez des entrées, si ça vous répond OK, c'est que c'est bon. Si ça vous répond OK, c'est que c'est impossible physiquement. Ah, très bien, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'étudier. Ce n'est pas la peine de faire des preuves sur des trucs impossibles physiquement. Donc ça, c'est très bien. Et donc ça a été systématisé par Lustre au début, ça. Donc ce qu'on veut montrer, c'est que pour les séquences d'entrée qui sont OK, ça veut dire qu'ils émettent constamment OK, l'observateur n'émet jamais bug. Alors l'avantage, on peut le faire comme on veut, avec la logique temporelle ou tout ce qu'on veut, c'est un principe de base général, mais il ne prouve pas toutes les propriétés. Il prouve ce qu'on appelle les propriétés de sécurité, safety en anglais. C'est-à-dire, il n'y a pas de mauvais comportement, mais il ne garantit pas qu'il y a des bons comportements. C'est très important en vérification, il y a deux sortes de propriétés, les propriétés de safety et les propriétés de liveness. Liveness, ça veut dire l'ascenseur va finir par ramasser tous ses passagers. Alors ça, c'est une propriété qui parle du futur. Elle parle du futur à une distance inconnue. Ah, donc là, on parle que du passé. Là. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais pu atteindre bug. Et puis, comme on est en automate fini, au bout d'un moment, on saura qu'on ne peut jamais atteindre bug. Okay, mais on finira par faire ce qu'il faut. Par exemple, dans les systèmes asynchrones ou multi-horloges, là, il faut appeler Lamport. Si Lamport, lui, il sait faire ça, mais c'est infiniment plus dur, la liveness, que la safety. C'est moins grave. Parce que la sécurité, ça peut tuer les gens, et la liveness, ça peut faire qu'ils râlent en attendant l'ascenseur. Hein. C'est quand même pas pareil. Enfin bon, d'un autre côté, quand il y a vraiment un accident et qu'il faut vraiment que l'ascenseur soit là, c'est pas évident. Bref. Alors, regardons les assertions temporelles. Donc voilà l'assertion temporelle qui dit l'ascenseur ne voyage jamais la porte ouverte. Eh bien, c'est tout à fait un programme STRL. On dit, première partie, on va calculer quand est-ce que le signal, l'ascenseur bouge, running. Donc on dit, il commence à bouger à start et il s'arrête de bouger quand la cabine est arrêtée. OK ? Ça, c'est des capteurs ou des trucs synthétisés par ailleurs. Hein. Très bien. Et quand est-ce qu'il y a un problème ? Au début, on suppose que l'ascenseur est arrêté. On attend que le moteur se mette en marche et là, on se met à poser l'assertion. L'assertion, door open when moving bug. Et on émet, alors sustain assert, ça veut dire, j'ai écrit une assertion qui doit être tout le temps valide jusqu'à la mort du sustain. On pourrait faire emit assert, c'est une seule fois, et sustain assert, c'est deux fois. Donc c'est un signal, mais c'est un signal qui est interprété spécialement, comme montrant une assertion comme ça. Et donc on voit que cette assertion n'est pas testée tout le temps. Il y a eu beaucoup de travaux là-dessus, et les assertions intermittentes dans les années 70, je pense, des choses comme ça, ou les assertions temporelles. Ici, on est dans une forme de logique temporelle qui est programmée dans le langage. Donc ça, c'est très simple. OK, bon. Alors maintenant, on essaie de prouver ça, puis on s'aperçoit que le prouveur prend un temps fou parce que l'espace d'état de l'ascenseur est gigantesque, parce qu'on n'a pas parlé de l'environnement. Alors l'environnement, c'est assez intéressant. On en a besoin pour vérifier des propriétés et aussi pour produire des contre-exemples pertinents. Par exemple, si on trouve en preuve, ça arrive assez régulièrement qu'on trouve qu'il y a un bug après dans un truc en place, on veut vérifier que quand on met les bonnes commandes dans le truc en place, il marche. Mais si le bug dit commencez par sauter du premier au quatrième, ça va être assez dur à faire marcher le contre-exemple dans le vrai ascenseur. Donc ce qu'on va faire, c'est définir l'environnement pour avoir à la fois des propriétés pertinentes et des contre-exemples pertinents. Voilà, donc le problème, c'est que ce que je disais, c'est très difficile de le faire, ça nous apprend beaucoup. Puis après, on a un autre problème, c'est est-ce que la description de l'environnement est cohérente ? Alors, le premier test qu'on fait, c'est est-ce qu'il existe au moins un environnement qui ne dit pas toujours, qui dit au moins une fois OK. Est-ce qu'il existe au moins une trajectoire ? C'est très facile de décrire un environnement vide. À ce moment, si on décrit un environnement vide, toutes les propriétés sont vraies. Ça, c'est embêtant. D'accord ? Ça veut dire qu'il n'y a jamais de bug. Si on dit que le programme ne peut jamais être exécuté, il ne va pas faire de bug. Donc, il faut tester, il faut étudier l'environnement autant que le programme. Mais ça, je vous assure que c'est vrai. Hein. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas la peine de penser que vous faites des preuves. Alors, il est compliqué, alors je ne vais pas vous le détailler.
Alors là, j'ai dit, il n'y a pas de bouton up au dernier étage, il n'y a pas de bouton down au premier étage. Alors ça, c'est pas très bien. On voit que notre langage n'était pas tout à fait fini quand même. Je disais, l'ascenseur ne peut pas être à 2 étages en même temps. Ça, c'est une propriété physique élémentaire. Mais vous voyez qu'ici, elle n'est pas très paramétrique, parce que si je passe à 5 étages, il faut que je la réécrive. Mais bon, après, on avait rajouté des choses pour faire ça. Bien sûr, ce n'est pas très compliqué, c'est une espèce de map. Donc, c'est assez simple. À mieux fait, on peut dire, parce que ça a été fait. Ensuite, il y a une porte doit être ouverte ou fermée. On l'a mis comme assertion de contrôle, mais c'est aussi une propriété de l'environnement. Donc, elle va être très facile à prouver, puisqu'elle est déjà dans l'environnement. Ben voilà, par exemple, c'est un truc un truc que j'ai déjà vu casser des systèmes. Vous lancez un timer et vous recevez un bug dans le timer qui vous renvoie plusieurs fois le timer est fini. Alors ça, c'est pas bon du tout, en général, parce qu'il y a des gens qui attendent que le timer est fini, puis qui sont toujours armés, et puis qui se remettent à bosser quand le deuxième timer qui n'existait pas est fini. Pas bon du tout. Donc ça, c'est de l'expérience qui montre ça. Donc il y a un... Alors donc ça, c'est écrit très facilement en STRL. De même, quand la cabine est arrêtée, quand la cabine est arrêtée, on ne l'entend pas 2 fois de suite, à 2 tics de suite. Parce que ça prouve qu'il y a un vrai problème dans le... ça peut poser des difficultés aussi dans des algorithmes. Là, qu'est-ce qu'on dit? On ne peut pas atteindre un étage quand on est arrêté. Quand on est arrêté à un étage, il n'y a pas de capteur à un autre étage qui peut nous dire on est arrivé. Alors, ce n'est pas forcément vrai en vrai. Donc en pratique, il va falloir mettre des vérificateurs de la physique pour vérifier que ça n'arrive pas. Mais on ne va pas tout mettre dans le même programme. On va dire maintenant aux gens, est-ce que cette propriété est réellement réalisée dans la mécanique? Si elle ne l'est pas, ce serait bien de mettre un truc spécial pour vérifier que c'est vrai, parce que c'est un autre type de bug. C'est que l'environnement dans lequel on travaille est arrivé faux. Bon. Voilà, et puis par exemple, voilà ce que je disais, le théorème d'accroissement fini, quand on est à l'étage I, le prochain étage est forcément I plus 1 ou I moins 1. Et donc ça, on va le mettre, et puis on peut aussi utiliser ça pour monitorer en vrai, c'est-à-dire on embarque aussi cette description de l'environnement pour vérifier qu'elle est vraie en vrai. Parce que comme ça, si on s'aperçoit que la description de l'environnement est fausse, il y a 2 cas, soit le système a un vrai problème, soit la description de l'environnement est incorrecte. Donc on embarque non seulement le contrôleur, mais aussi le vérifieur des conditions de contrôle. Et c'est bien d'avoir ces 2 programmes, parce que les 2 vont être embarqués. Voilà, et puis, c'est à peu près ça. Oh là là, c'est rien que pour dire ça, là, I plus 1, I plus 1, il y en a pour 2 pages et demie de code. Puis à la fin, à chaque fois on lève une trappe si on trouve un truc bizarre, puis on émet le OK en fait, au lieu de OK, mais c'est pareil. C'est très bien. Bon, alors ça, on savait le prouver, ça marchait bien et tout, mais c'est toujours du sport. Bon, on va arrêter pour les transparents, et je vais vous montrer quand même quelque chose, c'est comment on exécute un programme, on va passer dans les choses plus faciles, et comment on le simule. Alors là, sur le Macintosh, évidemment, j'ai pas... Ça, c'est évidemment porter un programme d'une machine à la même 5 ans après, c'est très difficile, mais porter un programme d'une machine à une autre tout de suite, c'était difficile, mais porter un programme d'une machine à une autre 5 ans après, c'est encore plus difficile. Donc, vous allez voir que le portage Macintosh a des petits défauts. Ce n'est pas des gros défauts, c'est juste les polices de caractères qui ne sont pas terribles et des choses comme ça. Il faut que je retrouve mes lunettes de vieux qui sont là. Non, avant de faire la démo, je vais déjà regarder comment est-ce qu'on exécute un programme STRL. Parce que tout ça, on sait programmer maintenant, mais on ne sait pas exécuter le programme. Bon, alors en circuit, c'est très simple. On va engendrer du Verilog, qui est le langage standard. VHDL existe très peu, en fait, en quelques endroits d'Europe, mais c'est Verilog dans le reste du monde. Ça ne change pas grand-chose. Donc ça a été très compliqué, j'en ai déjà parlé, parce que Verilog est un langage pas défini et que les différents vendeurs de compilateurs n'ont pas la même vision. C'est très agréable. Et ensuite, on va utiliser une CAO standard. Il faut savoir si on utilise Synopsys ou Cadence ou Mentor, parce que ce n'est pas le même Verilog qu'il faut faire, souvent, bien qu'ils disent que c'est compatible. Mais ce n'est pas grave. Alors, on va faire ça.
En logiciel, alors on a plein de façons différentes d'engendrer du code. Vous l'avez vu, plein d'options, -i, -a, etc. Mais en revanche, ça va toujours être la même chose. Mais il y a quand même plusieurs choses à savoir pour l'intégrer dans le code général. Le principe, c'est on va définir des fonctions, l'utilisateur doit définir des fonctions associées aux sorties, il doit donner les entrées et appeler une fonction qui va calculer les sorties. Ça, c'est tout simple, hein, c'est le cycle à 4 temps que j'ai souvent montré. C'est très simple. Alors voilà, donc il n'y a pas de contrainte spécifique sur quand et comment. C'est-à-dire l'implémentation de SRL ne décide absolument pas pourquoi vous appelez vos entrées et quand. Ça, ce n'est pas son boulot, elle fait le calcul. Voilà. Et il y a une contrainte, une seule, qui est complètement absolue, c'est que la réaction doit être atomique. Vous n'avez pas le droit de changer les entrées pendant la réaction, parce que les variables, les entrées, mettons, si c'est des signaux purs, ça va être des variables mises à vrai ou faux. Et bien, si vous les changez, vous ne savez pas quand elles vont être traitées pendant la réaction, ça peut être très subtil ce qui se passe. Et si vous les changez, ben, votre programme va faire n'importe quoi, c'est garanti. Je ne n'essaierai pas de définir n'importe quoi. Ah, c'est pas simple de faire des exécutions atomiques. Maintenant, ça s'est amélioré. Fut un temps, avec les systèmes d'opération, c'était vraiment dur. Ou les systèmes de thread, c'est vraiment pas facile. Hip-hop porte STRL dans JavaScript. Et là, c'est cool parce que JavaScript, tout est atomique en JavaScript. Ce qui n'est pas forcément une très bonne idée, mais alors pour nous, c'est super. Donc les valeurs des entrées doivent être absolument restées constantes. Voilà. Mais c'est très simple. Alors je vous montre à Bro. Je suggère d'ailleurs à Lionel de changer ses slides au lieu de mettre await, parce que ce n'est pas await qu'il utilise dans ses exemples, c'est await immédiate, de wait awim, A-W-I-2-M. Hein, sinon, c'est tout faux, sinon ce serait dommage. Hein, mais avec awim, ça marche, ce que tu as fait. Alors, ça ne change rien au niveau démonstration. Donc ici, voilà ce qu'écrit l'utilisateur ici. Par exemple, ben, il définit la fonction abro-o. Alors, abro-o, c'est un préfixe. Le nom du programme, c'est abro, et souligné O, souligné, ça veut dire sortie. Et I, ici, en dessous, ça veut dire entrée. Alors, ce qui est bleu, c'est ce qu'écrit l'utilisateur. Ce qui est marron, c'est ce qu'a défini le compilateur. Donc, ben, pour voir si O est émis, je vais juste dire print O emitted. Et ça ne marcherait pas parce que les guillemets ont été changés par PowerPoint. Je n'ai pas réussi à lui empêcher de changer mes guillemets. Ce n'est pas grave. Et donc, voilà le programme. Je commence par appeler reset. C'est une fonction de base qui initialise la machine STRL. Ensuite, je lui envoie un tick vide avec rien. Ensuite, je lui envoie un A, un B et je rappelle la machine. Ça veut dire que j'ai envoyé le A et le B en même temps, dans le même tick, puisque les ticks, c'est justement ces appels sans aucun argument là, de abro. Et ensuite, j'appelle abro, I, R, reset, et puis un tick, etc. Okay, donc, c'est tout bête. C'est tout simple, l'interfaçage, et ça suffit. OK, alors, très bien, mais ça, c'est pas comme ça qu'on débug un programme. On débug un programme avec un débugger, c'est quand même plus pratique. Et le débugger va faire beaucoup de choses pour vous, c'est-à-dire il va faire presque tout pour vous, à part les fonctions de traitement de données. Hein. Si vous avez une fonction Fibonacci dans le programme, il faut la définir vous-même. Donc, il y a 3 types de simulations que je vais vous montrer, parce que c'est chouette. La première, c'est la simulation textuelle. Vous tapez dans la main ou dans un fichier vos données, et puis ça va vous donner vos résultats. Donc ça, c'est simple. C'est très utile parce que ça permet, de faire des tests de non-régression, d'abord de commencer le debug, ensuite de faire des tests de non-régression, et troisièmement, ça c'est encore plus important, de faire tourner les contre-exemples de vérification. Graphique, hein, donc on va voir ça. Donc XES, c'est le système qu'on avait dans V5. SRL Studio avait un système extrêmement perfectionné sur le même principe. Donc vous allez entrer par des clics ou un magnétophone, en fait, c'est la méthode mix. Sortie visuelle, animation colorée du code source, ça je vais vous le montrer. Puis mix en mélangeant les deux, c'est-à-dire en faisant jouer, en enregistrant par l'aide d'un magnétophone, qui évidemment plante sur le Mac dans un sens, je n'ai pas encore trouvé pourquoi, alors qu'il marche très bien sur Linux et Windows. Voilà. Donc l'usage de tout ça, donc c'est ce que je disais, c'est... L'usage, c'est vraiment debugging, non-régression, exécution des tests, visualisation de contre-exemples. Alors, on va le faire, parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, je vais aller dans une directory. Là, on rentre sous Shell. Et je vais dire, par exemple...
Alors voilà une implémentation manuelle de ma montre. Voilà, donc voilà, oui, sauf qu'elle n'est pas là, alors il faut que je l'envoie sur l'autre fenêtre. Là, voilà ma petite montre, d'accord. Ça, c'est la montre Casio 1986. Et donc ici, vous avez la montre qui tourne, vous voyez. Et puis là, je passe en mode chronomètre. Le chronomètre commence à tourner. Alors là, on le faisait tourner doucement à l'époque parce que les machines n'allaient pas très vite. On peut agrandir? Non, tu rigoles. Ah si, on peut, mais ça ne change rien du tout. Ok. Non, mais ça, c'est du code 1987. Alors, il faut me pardonner, là. Bon, alors là, j'arrête le chrono, je passe en lap. Donc là, ça fait remise à zéro et tout. Si je réappuie ce bouton, je passe en mode réveil. Et puis là, je règle le mode réveil. Je me rappelle encore comment marche la Casio. Voilà, là j'augmente. Là, je vais... non, là, je vais changer la... Voilà. Alors, tiens, oui, pardon. Alors, il faut se rappeler comment ça marchait, ces machins, c'est quand même tordu. Donc ici, je passe en mode réglage. Ici, je change de position de réglage. Et l'autre bouton, là où il ne fait rien. Donc vous voyez, c'est un système très modal, typiquement STRL, dans lequel il y a 4 boutons pour faire 1 million de trucs. Bon, ça c'est cool, mais très bien. C'est des montres digitales ayant disparu, c'est un exemple un peu moins intéressant. Par contre, ici, je vais vous montrer le débugger symbolique. Donc le débugger symbolique, il est là. Voilà, ça c'est beaucoup plus intéressant en pratique. Donc vous avez ici le programme. OK, on peut le mettre en plus gros. Huge. Ah, ben c'est bien comme ça. Ça, on peut le mettre en plus gros aussi. Donc les fonds ne sont pas jolis, mais là ça va quand on les met en huge, visiblement. Source huge. OK. Donc ici, par exemple, alors du coup c'est un peu grand. Je vais mettre celui-là en big. Et puis vous voyez, ce n'est pas tout à fait bien cadré, c'est des portages de tickle ticket. Donc ici, voilà, je vais donner un tick vide. Et vous voyez ici qu'on voit les signaux qui sont émis. Ça, c'est des initialisations de main display, mini display, etc. Donc tous les signaux que vous avez vus tout à l'heure. Et on voit ici qu'à l'intérieur, on est passé en mode montre. Donc vert, ça veut dire l'instruction à exécuter. Rouge, ça veut dire le signal est émis. On a émis l'heure. Et alors, si on veut savoir la valeur de l'heure qu'on a émis, ben c'est ça. On clique dessus, on a la valeur et tout ça. Et puis là, on voit les sous-modules. Par exemple, le module button qui va contenir... oui. Alors, normalement, ça marche, mais on va aller chercher... qu'est-ce qu'on va aller chercher? Pourquoi ça ne marche pas, ça? Bon, normalement, ça doit... Ah ben oui, parce que ça a très bien marché, mais sur mon écran... Voilà, le module button. Donc on a un module, une fenêtre par module, donc complètement multifenêtre. Mais comme c'est un langage parallèle, c'est normal, on est parallèle partout. Tous ces modules sont en parallèle. Là, j'ai aussi le réveil qui est par là. Donc ça marche très bien, mais il faut plusieurs écrans. Voilà, le réveil qui est là. Donc ça... Pour les circuits, ça va très bien parce que les gens sont habitués à avoir 3 écrans sur leur bureau, donc on se débrouille mieux. Voilà, donc, et par exemple, si je change de mode, je passe, là, vous voyez, je passe en mode réglage de l'heure, je reviens, je vais passer, là, je voulais revenir plutôt pop, ah non, mais ça c'est tic, je voulais passer plutôt en mode LL, ça doit, voilà, là j'ai changé. Là, je suis en train de régler l'heure, j'ai changé ma position d'heure, vous voyez, bon, etc. Et puis, si je reviens donc dans la montre, ici, on va voir où on en est dans la montre. Hop, elle est là. Alors, vous voyez, il faut de la place. Il faut de la place, donc voilà, ici ça, c'était le mode normal de la montre. Ça, c'est le mode réglage de la montre. Voilà ce qu'on vient de faire. Donc, en vert, on vient d'émettre le signal qui est là. Hop, on va mettre ça en big. Et on vient d'émettre le signal qui est là. Et ça, c'est absolument fondamental. On a des programmes très parallèles avec énormément de composants. Là, c'est petit, une montre, mais voilà, on a fait ces 2 instructions-là, etc. Donc ça, c'est très, très important. Et l'environnement de debug est absolument critique pour faire des vraies applications. Alors, ça, c'est l'environnement visuel, mais on peut aussi utiliser...
Il faut que je récupère ça. On peut aussi utiliser l'environnement fichier. Donc là, voilà. Donc je dis, hop, hein, ça me donne les outputs. Je dis, par exemple, j'appuie sur le bouton LL. Voilà. Donc ça me dit la même chose, mais cette fois-ci, c'est en fichier. Et puis, je peux demander de voir des tas d'objets pendant les traces. Et puis, je peux analyser mes fichiers après. Voilà. Et puis, je fais... là, je vais faire... Voilà, il me dit quels signaux il attend, quels signaux sont bien pour la réaction, etc. Tout un tas de choses. Donc ça, c'est extrêmement important. Et les traces qu'on fait peuvent être très gigantesques. Hein. C'est tout à fait normal. Alors, on peut faire des trucs un peu plus perfectionnés. On peut, par exemple, mélanger... c'est là. Ah, c'est compliqué, ça. Alors, on peut mélanger... On peut faire, par exemple, du debug symbolique d'un système en train de tourner. Ça, c'est plus intéressant. Ça va s'appeler WoW Server. Donc ici, je vais l'avoir. Ah, Server Information existe. Non, alors, bon. Je ne vais pas vous le faire tourner. WoW Server, je peux vous le faire tourner après, mais on ne va pas prendre de temps là-dessus. Ça consiste à faire tourner la petite montre en tickle que je vous montrais, là, la petite montre, et en même temps à animer une source. Alors ça marche avec des liens, des pipes dans les deux sens, donc des sockets dans les deux sens, qui fait que le code qui tourne va envoyer ces événements au simulateur symbolique qui va mettre à jour, et donc vous pouvez comme ça faire des très longues simulations et regarder ce qui se passe. Vous pouvez mettre des breakpoints dans le source, etc. Et c'est quand même, tout ça est assez classique, mais c'est quand même compliqué à faire en univers parallèle, beaucoup plus que dans les programmes classiques. C'est bien connu d'ailleurs dans les multithreading. Mais c'est beaucoup plus simple STRL que les multithreading parce que la notion d'état est toujours simple. C'est un état, c'est un truc cohérent, complètement cohérent. Il n'y a jamais d'interleaving dans tous les sens. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Alors maintenant, je vais vous continuer en vous montrant quelque chose d'autre. C'est comment on cause au mode asynchrone. Alors, pour causer au mode asynchrone, hop, on y va. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions sur la... Oui, on va poser après parce que c'est plus simple. Voilà. Alors, l'instruction exec, ici, l'idée de l'instruction exec, c'est de parler au mode asynchrone. Donc, en STRL, on suppose à la base que tous les calculs se font en temps nul. Ah ben, ce n'est pas toujours vrai. Ou que toutes les actions qu'on donne se font en temps nul. Et donc, exec, ça va appeler des choses qui sont asynchrones et qui doivent prendre du temps, qui ne sont pas en temps nul. Par exemple, bouger le bras robot de là à là, ben on lui dit, allez, bouge ton bras robot, puis préviens-moi quand tu as terminé. C'est ça, exec. Et on attend le retour pour terminer au sens d'STRL. Donc, exec est une instruction qu'on peut mettre en parallèle avec tas d'autres choses. On lui dit, exec, bouge le bras, puis préviens-moi quand tu as fini. Et puis, on peut suspendre l'exec, on peut tuer l'exec. Si on tue l'exec, il faut dire au bras robot, hop, tu t'arrêtes là. Hein. Par exemple, on a détecté une alarme, tu ne bouges plus. Ou bien on peut le suspendre, on dit, attends, bouge pas là, puis après tu repars de là où tu étais, et tu continues. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Je n'en ai pas parlé, parce que ça ne pose pas de problème de sémantique. Voilà, alors l'usage, c'est des calculs longs. Quand on calcule, par exemple, en automatique, on va inverser des matrices ou des trucs comme ça. Les appels réseau, on va le voir sur le web, mouvement de bras de robot, des tas de machins comme ça. Donc ça a été beaucoup utilisé en robotique, par exemple, pour faire ça. Voilà comment ça se présente. J'écris exec task de VW. Alors c'est deux variables. Et x plus 1, c'est une expression. Alors ça s'écrivait comme ça, historiquement. Ça peut être changé. Qu'est-ce qui se passe? C'est on va lancer cette tâche. Et on va lui dire qu'elle peut faire des effets de bord sur ces deux variables. On lui passe V et W et elle va nous les rendre. Par exemple, quand on lance des calculs, on fait ça comme ça. Souvent parce qu'en particulier, les données sont en place quand on fait des calculs et on n'a pas envie de faire des transferts. Voilà, bon, c'est pas super élégant. Mais le principe, c'est on lance la tâche et puis on récupère quand elle a fini. Bon, c'est tout simple. En STRL, c'est juste une instruction qui prend du temps. Hein. C'est await return, si on veut. Et bien, ça peut être suspendu, ça peut être, etc. Donc ça, c'est bien. Valeur et retour par référence pour les variables, et ici, valeur.
Et alors, on a un problème de danger de réincarnation qui est subtil. C'est qu'il se peut, par exemple, ici, on a un weak abort. Il est tout à fait possible qu'on tue la tâche et qu'on la relance dans le même instant. Alors, attention, il faut réincarner la tâche, il faut qu'il y en ait deux. Hein, celle qui est en train de mourir et celle qui est en train de naître, qu'elles ne se mélangent pas les pinceaux. Donc, on va passer, en fait, dans l'implémentation, un identificateur unique pour que la même tâche, qui a aussi un identificateur, sache qu'elle est renée et qu'il faut tuer la précédente et avoir la nouvelle. Alors, on peut réincarner, comme toujours, autant qu'on veut. Alors voilà, donc il y a des interfaces bas niveau pour y causer, qui ne sont pas très rigolos. Là, on dit c'est un bit, alors c'était des bits, hein, qui dit tu démarres, tu es morte, tu es active, tu es suspendu, tu étais active le coup d'avant, tu étais suspendu le coup d'avant. Ça sert à faire du suspend from to, ce qu'on fait. Puis voilà. Bon, et puis voilà, c'est une interface assez bas niveau qui n'est pas pratique. Alors on peut la simplifier. Donc qu'est-ce qu'on a à donner quand on travaille une tâche, une fonction qui dit, voilà, voilà, je démarre, qu'est-ce que ça veut dire, je démarre. Je meurs, ça veut dire quoi, je meurs. Donc on appellera, STRL appelle automatiquement cette fonction en cas de mort de la tâche, cette fonction en temps de suspension de la tâche, cette fonction en temps de reprise de la tâche, vont être appelées automatiquement. Et donc, c'est à l'utilisateur de dire ce qu'il veut faire. STRL, il ne peut rien. Et puis, on a des espèces de macros C qui vont nous permettre d'avoir des appels faciles. On va passer ces fonctions assez simplement. Voilà. On a des simplifications de tout ça, mais je ne vais pas trop en parler. Ça a été beaucoup simplifié en HOP, parce qu'en HOP, en HipHop.js, donc HipHop.js, c'est la version JavaScript de HipHop dont j'ai parlé plusieurs fois ici, avec Manuel Serrano en particulier, en 2014. Bon, ça a beaucoup progressé, puis on s'est aperçu que Scheme, qui était le langage support de HipHop, ça intéressait les gens de Scheme, et que JavaScript, c'est le langage numéro 1 à l'heure actuelle en programmation et en programmation du web en particulier. Et donc, l'idée, c'est que JavaScript, comment marche JavaScript? Lui, c'est un fil d'exécution unique. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il exécute le code, et puis il peut mettre dans une file d'attente des requêtes. Si je reçois telle information, alors tu relances la requête en question. Donc il a une file d'attente d'événements, comme ils appellent ça, un event handler. Et si l'événement arrive, par exemple un retour d'appel réseau, des choses comme ça, à ce moment-là, il exécute atomiquement la réponse et puis il se remet en attente d'un autre événement. Donc il y a une file d'événements et puis ces files d'événements est du code strictement séquentiel. Ça fait que dans un cadre un peu compliqué, ça devient instantanément incompréhensible. C'est-à-dire qu'on ne sait jamais où on en est, parce que la file d'événements, elle est dans des états quelconques, il n'y a pas de structure, aucune structure, et c'est très compliqué à gérer. Alors il y a beaucoup de gens qui essayent d'améliorer ça, et c'est pour ça qu'on a mis STRL là-dedans, et je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà une petite démo de ce que c'est que HipHop. Là, c'est un truc de traduction multiple en anglais et en espagnol, là. Alors, vous allez voir comment ça marche, mais c'est assez simple. L'idée, c'est que je tape un mot et je veux faire des requêtes sur le réseau vers un système de traduction qui va me donner deux systèmes de traduction, ou le même, mais deux requêtes différentes, qui va le traduire en français, en anglais et en espagnol. Et puis, je veux faire après le truc rigolo qui est de prendre la traduction et la renvoyer au même système en lui disant de traduire dans l'autre sens pour voir ce que ça fait. Et puis, surtout, ce que je veux, c'est que dès que je change mon mot, ça supprime les requêtes, éventuellement ça dise automatiquement sans rien faire, sans que je n'ai rien à faire, ce qui n'est pas du tout possible en JavaScript, de dire abandonne cette requête, je l'abandonne, vu qu'il y a donc 4 requêtes qui sont faites. Et là, c'est très simple, la façon dont c'est fait. Il y a un petit module en haut, donc vous voyez, c'est en majuscule maintenant, parce qu'il faut être dans JavaScript. Donc c'est de l'STRL classique, et là, on va avoir 4 execs. Ces trucs-là, c'est des... Ah oui, on voit que ça permet, comme c'est un langage fonctionnel, JavaScript, ça nous permet du paramétrage facile. Donc ici, j'ai un bout d'STRL. Voilà. Ici, j'ai un bout d'STRL qui est paramétré par la paire de langage. Donc c'est celui qui va me créer un appel au traducteur. Il est paramétré par la paire de langage, puis je vais l'instancier 4 fois. Donc là, j'ai 4 fois ça. Et promise, c'est un truc qui est maintenant un mot standard dans les extensions de JavaScript. C'est une forme d'exec un peu particulière. Promise, donc je dis ici,
je veux appeler la fonction qui m'a été passée comme argument ici, qui est le sens de traduction. S'il y a une erreur, on me la donne par là, et j'appelle la fonction translate. Là, voilà. Bon, donc je fais ça 4 fois, parallèle. Essentiellement, le premier appel dit français-anglais et demande qu'on rende le signal trans-EN. Et le deuxième attend le signal trans-EN pour demander la traduction dans l'autre sens. Donc on a 4 execs comme ça. Et tout ce qu'on a à dire pour dire, bon, ben, si je change de mot, il faut recommencer tout annuler, envoyer tous les messages d'annulation, eh ben, on ne fait rien. On écrit loopitch. On écrit loopitch. Now, c'est juste que, ne faut pas confondre. Alors, text est un objet JavaScript. Now, text, c'est est-ce que le signal est présent maintenant. Donc, on peut voir ça marcher parce que c'est assez sympa. Donc, hop, j'ai mon truc ici. OK, donc je reviens chez moi. Je vais dans la bonne directory. Ah, c'est pas ça, c'est .node module. Voilà. Alors, non, mais je me suis gouré, c'est .node modules. Alors, pof. Voilà, et puis ce sera la dernière chose que je vous montrerai. .node modules. Yes. Et là, c'est des hip-hop. OK, ls. Là, je dis hop, comment il s'appelle lui déjà? Là, c'est des examples. Il n'y a plus qu'à suivre que de faire des mots au clavier. Mais je ne sais pas faire autrement. Voilà, et là, je dis, j'ai un certain nombre d'exemples. Tiens, avant de faire... non, je vais faire directement celui-là. Hop, translator.js. Pas de faute d'orthographe, c'est bon. Alors maintenant, j'appelle un navigateur. Oui, je veux que cette connexion entrante FADA va... Ah oui, est-ce que je suis sur le réseau? Il faut quand même que je sois sur le réseau pour que ça marche. Il n'y a pas de câble ici, réseau. Ce serait bien qu'il y ait un câble réseau. Bon, je vais passer sur... Je vais passer sur... Il ne faut pas croire que c'est simple, hein, je suis désolé. Il faut que je me mette... Parce qu'ici, on est en IP fixe. Je ne sais pas qui a eu l'idée d'être en IP fixe. Ah ben si, peut-être en mettant sur collège. Sur le Wi-Fi collège. Hein? Oui, mais EduROM, il s'est déconfiguré sur mon Mac et je n'ai pas réussi à retrouver sur l'INRIA. Toutes les pages sont foutues pour expliquer comment ça donne tout des liens incohérents. Alors, je suis désolé, je ne suis pas sur EduROM, mais il y a un truc qui s'appelle Collège de France, normalement, qui devrait marcher. Et c'est assez sympa. Donc, on va regarder si ça marche. Localhost 2.80.80. Donc, ça produit du web. Hein. Hop. Translator. Voilà. Alors, si je suis connecté, ça devrait marcher. Voyons voir si ça marche. Maison. Je tape maison et évidemment, ça ne marche pas. Alors, c'est probablement parce qu'il faut changer. Il faut taper justement maison ici. Appliquer. Et puis se foutre sur... Qu'est-ce que ça dit? Je suis connecté à quoi? Public CDF, on va essayer. Maison. Bon, faudra encore que ça marche, ça. Pourtant, ça marche. OK, alors. Bon, on essaye, puis si ça ne marche pas. Enfin, ça fait ce que vous voulez, mais c'est assez rigolo parce qu'on voit que les traducteurs sont vraiment pas bons. Les résultats d'un aller-retour sont assez sinistres. Je vais recommencer ça. Hein? Surtout l'aller-retour. Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est marrant de faire un aller-retour. Voilà. Alors, je regarde si ça marche et sinon, j'arrêterai puis je vous montre un seul exemple. Local. Host translator.
Donc ça marche, là, ça marche, vous voyez. Alors, si je fais ça et que je tape, par exemple, je reviens et vais, vous voyez, ça devient rouge tout de suite, et je fais chat, par exemple, hop, ça va le trouver. Mais là, le réseau va trop vite, c'est bien d'aller dans un endroit lent pour voir les execs, et donc tout ça, moi, je n'ai rien écrit, et puis ça va gérer le réseau de façon optimale. Et donc, on essaye de faire des applications d'orchestration compliquées sur le web, mais surtout en tuant. Ce qui est le plus important, c'est de tuer des connexions qui peuvent être très longues et être lourdes du côté des serveurs, et de dire qu'on les tue, et pour ça, de ne rien dire. C'est ça la clé de tout ça, parce qu'en JavaScript, il faut dire. Et ça peut être tué par un truc qui est un abort qui est très très au-dessus de soi, hein, qu'on ne connaît même pas. Donc c'est très très utile. Alors, je vais terminer par un tout petit exemple qu'on a déjà vu chez Louis Mandel, qu'on ne sait pas faire en STRL, bien sûr, et c'est les fameux nombres premiers. OK, les fameux... C'est prims.js. .js, c'est les fameux nombres premiers. C'est les fameux nombres premiers. Alors, quand on appelle hop comme ça, avec un programme JavaScript, ça crée un service web qu'on peut donc appeler comme ça, ici, on appelle prims. Voilà. Et, bon, alors ça, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est peut-être, il se peut que ce soit un bug Chrome. Il y a énormément de bugs dans les navigateurs, hélas. Et on va voir, tout à l'heure ça marchait, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, et puis on arrêtera là-dessus. Je vais vous montrer le code je disais ici, local. C'est bien d'avoir un écran de retour dans la vie. Prims. Bon, ok. Non, c'était l'exemple des nombres premiers qui se bouffent. Alors ça, on ne peut pas le faire en STRL, mais là, on profite. Louis Mandel avait montré qu'il le faisait avec la récursion dans ML. La récursion dans ML, c'est natif. Et nous, on le fait autrement, c'est-à-dire qu'un programme hip-hop est une structure de données JavaScript, et qu'entre deux instants, on peut tout à fait modifier le programme. Donc, on va rajouter des branches à un parallèle, avec des instructions très simples pour faire ça. Et donc, on dit, augmentez-moi mon nombre de nombres premiers, etc. Tout à l'heure, la démo marchait, mais les machines sont très, très... Je ne sais pas, donc je n'ai pas envie de m'occuper de ça. Voilà, donc fin du cours STRL. Je voudrais insister sur une chose avant les questions. En fait, ce qu'on a fait, que je n'ai peut-être pas assez expliqué, c'est vraiment une instance très forte, mais très particulière, de la correspondance de Curie-Howard, qui est preuve-programme. Le circuit qu'on finit par générer sur STRL, c'est en fait quoi? Eh bien, il est construit comme ça. Vous prenez tous les réseaux de preuves, toutes les preuves que vous construisez avec la sémantique, et vous construisez entre elles le moyen de les partager. Vous avez votre programme, donc quand vous faites plein d'exécutions, ça donne des preuves différentes, et vous regardez le partage maximal dans ces arbres de preuves, et vous vous apercevez que ça crée fondamentalement un graphe, parce que ça peut fabriquer des cycles, mais des bons cycles, un graphe qui est exactement le circuit STRL, si on le regarde bien, et ça veut dire donc que le circuit est simplement une machine à prouver, une machine à prouver la sémantique, et donc que la correspondance de Curie-Howard dit calcul et preuve, c'est la même chose, et bien là, c'est exactement ça qui se passe. Et ce que est en train de faire Lionel, c'est quelque part pas de démontrer que c'est... Enfin, si, c'est presque de démontrer ça, je dirais. Donc, quand vous regardez les fils de votre circuit, qui sont à 1 et à 0, ce sont exactement les fils les valeurs que vous calculez lorsque vous faites la preuve d'une sémantique. Pas de différence entre sémantique et implémentation. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est assez chouette. Il y a des gens qui essaient de faire ça pour le lambda calcul maintenant. Mais bon, là, c'est un cas particulier. Voilà. Donc, merci à tous pour ce cours. Merci aux internautes. Désolé pour la dernière démo, mais je n'étais pas en état de faire quelque chose de vraiment bien aujourd'hui. Un peu fatigué. Et voilà.